Donc là, c'est vraiment un gros live. Hein. Là, on est vraiment sur le gros live, le fameux, les gens m'en ont beaucoup demandé. J'ai vu beaucoup de choses sur Twitter, donc c'est pour ça que je le fais et que j'ai fait un petit peu l'effort de présenter, faire un petit effort de présentation. Mais si ça marche, voilà, qu'on ait 10, moi ça me suffit, hein, qu'on soit 10 ou plus, c'est très bien, mais 10 c'est déjà cool, pour faire un petit review du chapitre qui serait sorti la semaine, et en profiter pour faire un petit point sur soit un personnage, soit un concept du manga, que ce soit, je sais que j'aimerais bien par exemple parler un peu de Megumi, qui a son pouvoir qui est super intéressant. Je sais pas si on se rend compte dans les traductions à quel point il va être important, à quel point son pouvoir est rare, ça on va en parler un peu dans le live. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Megumi parce qu'on a quand même pas mal d'infos un peu dispatchées, soit sur sa famille, sur plein de choses. Donc j'aimerais bien revenir déjà sur Megumi et voilà, on pourrait faire un live, je sais pas, 30 minutes, 1 heure selon le temps que ça prend. Et d'autres personnages bien sûr. Alors j'aimerais bien en faire sur plein de personnages, par exemple Inumaki bien sûr que tout le monde aime beaucoup, mais il n'y a pas assez de choses pour l'instant à dire sur lui. Donc je me contenterai surtout sur des personnages principaux sur lesquels on a des choses à dire, et j'espère que ça vous intéressera. J'ai reçu aussi beaucoup de questions sur Twitter suite à donc quand j'ai prévenu que je faisais ce live. J'aurai pas tout le temps. Alors il y a certaines questions auxquelles je vais répondre directement sur la préparation que j'ai faite. Pour le reste, ça sera sûrement pour des prochains lives. Je ferai une petite compile des questions qu'on m'a posées, que ce soit sur le manga lui-même ou un peu plus sur moi. Alors sur moi dans le sens le japonais, la traduction, sur plein de choses comme ça. Oui, voilà, tu vois, t'arrives, tu poses ta question pile au bon moment à Madior. Je vais me présenter rapidement de toute façon, mais ça sera surtout pour, je pense, soit pour une autre vidéo, soit au pire je mettrai ça sur YouTube. Voilà, il y a toujours le problème de tout ce que je peux dire et ce qu'il faut éviter de dire par rapport à ce que j'ai fait. En tout cas, en quelques mots, moi j'ai appris le japonais à la fac, j'ai aucun parent japonais, déjà première chose, hein, j'ai appris complètement tout seul à la fac, mais voilà, j'ai pas de famille japonaise. 4 ans d'études, enfin 3 ans d'abord de licence, puis une année d'échange au Japon, à Osaka, université préfectorale d'Osaka, mais 5e année je suis rentré à Paris, j'ai fini mes études, ma 5e année donc de master, et donc j'ai un master LLCE, donc lettres, langues, civilisation japonais. Et aujourd'hui j'ai un travail où je peux parler toute la journée en japonais. Et pourquoi je fais ça? Donc je me suis déjà présenté. Et pourquoi je fais ça? Voilà, je vous l'ai dit. Ah oui, merci de follow. C'est gentil, ça m'aide beaucoup. Merci Kleenex. N'hésitez pas à... On n'est que 15, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à follow. Moi, ça me donne toujours un peu plus de visibilité, c'est sympa. Voilà. Donc on va attaquer directement. Hop. Sur ce que j'aimerais revenir, dans mes lives, hein, voilà, dans ces lives, donc je vous l'ai déjà dit un peu, on va ici voir surtout la trame principale du dernier arc, donc l'arc de Shibuya, parce qu'il y a énormément de choses, mais je vais aussi faire un petit récapitulatif sur les choses qui se sont passées avant. Et dans mes prochains lives, je vous disais que j'aimerais bien faire des points sur les personnages, comme Fushiguro ou d'autres, mais aussi il y a beaucoup de concepts dans le manga, donc vraiment c'est des choses qui touchent à l'univers. Et sans plus attendre, on attaque mon petit voilà, là c'est vraiment le résumé du résumé, c'est les bases du découpage narratif, donc c'est moi qui vous les ai découpés comme ça. En rouge, les 3 premiers, c'est ce qui est actuellement en cours dans l'animé. Suite à ça, donc il y a ce que j'appelais l'arc de malédiction du collège avec les frères embryons maudits qui apparaissent, donc c'est ce qui n'est plus dans l'animé. L'arc du passé de Gojo, bien sûr, on apprend plein de choses importantes. Le petit arc, un léger arc de quelques chapitres. Bien sûr, l'arc de Shibuya, l'auteur qui a complètement craqué sur la longueur de l'arc et sur les titres des chapitres, bien sûr, puisque c'est le même à chaque fois. Donc là, c'est là le plus gros du travail d'aujourd'hui. On va étaler tout ça. Alors, les personnages d'ailleurs, rapidement. Donc là, on est à peu près au tournoi de Tokyo contre Kyoto. À gauche, les gentils, enfin tous ceux qui sont liés au lycée de Tokyo. Enfin, à droite, je vous ai mis Nanami. Donc on l'a dit déjà, il est pas lié au lycée. Simplement un très bon ami de Gojo et un chaman de rang 1. Et ici, quand même, je vous l'ai remis, ce fameux Yu Haibara, que vous allez dire peut-être, mais qui c'est ce mec? En fait, j'avais complètement oublié, c'est au moment où, du coup, ça y est, c'est parti, on avait dit qu'on spoilerait. Bien sûr, Nanami nous a quittés, une tristesse, et au moment de mourir, il se rappelle donc de ce personnage, donc il s'adresse directement à lui, et je me rappelle bien avoir lu en japonais, je me dis, mais de qui il parle? Et en fait, c'est ce personnage, Yu Haibara. Merci beaucoup Calcix pour le follow. En fait, Yu est chargé de protéger le corps céleste et en fait se fait tuer à ce moment-là. Et donc Nanami, il était proche de Nanami, et donc quand Nanami meurt également, il se rappelle de ce personnage on sait pas ses pouvoirs, on sait juste que c'est un chaman. Donc voilà, je vous l'ai remis ici. Vous avez ici Ichichi, donc l'assistant, qui est assez drôle aussi, un personnage assez drôle. Que je vous ai mis là, et Akira Nitta qui arrive plus tard, mais je vous l'ai remis ici aussi parce qu'elle est assez importante dans le prochain arc après l'animé, donc l'arc des embryons maudits, puisque c'est également une assistante, et par son nom de famille on peut imaginer qu'elle est liée du coup à Nitta de
du lycée de Kyoto. Donc on va voir tout de suite. Voilà. Ici Arata Nitta, cet élève de Kyoto, qui n'apparaît pas du tout donc dans l'arc du tournoi, donc je vais pas commencer par lui, pardon. Simplement ici je vous ai remis les personnages principaux. Donc le staff de Kyoto, donc le principal Gakuganji, évidemment, qui fait partie donc. Alors, on sait qu'il y a un conseil des anciens, on sait que Gojo, il est trop fort, personne peut rien contre lui de toute façon. Alors, à ce moment-là, et on sait qu'il y a un conseil des anciens qui dirige le monde du Jujutsu, donc ce monde secret. On les voit à 2 reprises, une fois quand Gojo va leur parler quand il apprend que Geto a pété un câble, et la deuxième fois on les voit dans le tout dernier chapitre quand Yuta reçoit l'ordre d'aller tuer Itadori. On voit ces espèces de... Je crois que j'avais mis une photo pourtant peut-être plus tard, où vous voyez ces espèces de portes japonaises, et derrière vous avez des très vieilles personnes qui sont cachées, et c'est eux qui dirigent le monde de Jujutsu. Donc est-ce que Gakuganji en fait partie directement, ou est-ce qu'il est très lié ? Ça, je sais pas. En tout cas, clairement, eux, ils sont pour la mort de Itadori. On voit même dans le dernier chapitre qu'ils n'aiment pas du tout Yuta. Ils lui disent qu'il a beau exorciser autant de fléaux qu'il veut, d'esprits maudits qu'il veut, ils lui pardonneront pas, parce que lui, il se bat avec un esprit maudit également. Donc je pense que c'est simplement pour ça qu'ils ne l'aiment pas, puisque les anciens sont vraiment extrémistes, quoi. C'est-à-dire que les chamans, les exorcistes, c'est bien. Par contre, l'utilisation d'esprits maudits, c'est pas ce ils sont pas d'accord avec ça. Taime Hiyori, c'est la responsable, une amie de Gojo, qui se moque beaucoup d'elle, et voilà, qui est responsable des élèves. On en sait assez peu sur elle. Et bien sûr ici, chose importante quand même à retenir, les lycéens de Kyoto. Donc je vous ai dit, on va pas revenir sur l'arc du tournoi en tant que tel, hein. Simplement je vous ai mis les personnages ici parce qu'ils reviennent dans l'arc de Shibuya, donc c'est pour ça qu'on fait un point maintenant. Bon, Todo, bien sûr, donc là, incroyable ce personnage, c'est lui qui va aider Itadori de façon incroyable pour qu'il progresse. On va revenir là-dessus. Ultimate Mekamaru, très important aussi pour la suite du manga. Donc ici en petit, je vous ai mis sa forme robot, disons, et son vrai nom c'est Muta Kokichi. Ici, important pourquoi ? Parce qu'il a une restriction divine qui l'empêche donc de se déplacer. Enfin, il souffre de façon incroyable, et en échange, il a obtenu le pouvoir de contrôler à distance une quantité d'énergie maudite incroyable. Donc déjà, il est intéressant pour ce côté parce qu'il a une restriction divine, et ça, on en sait assez peu encore sur la restriction divine. On sait que le père de Megumi aussi en a une. Et aussi parce que il a trahi, c'est lui le traître de Kyoto. On sait qu'il y a un autre traître qui est beaucoup plus haut placé, peut-être donc dans les anciens que j'évoquais tout à l'heure, sûrement d'ailleurs, mais c'est bien Kokichi Muta, donc Mekamaru, qui a trahi et donné énormément d'informations à Mahito et à Geto, voilà, donc au faux Geto. Donc aussi un personnage important. Un peu moins important, vous avez Momo Nishimiya et Kasumi Miwa, qui sont 2 personnages féminins super cool, je trouve. Mai, voilà, j'ai mon chat qui cachait le Mai. Donc les 3 filles de Kyoto, donc qui ont toutes des histoires sympas qui seront hyper intéressantes à développer. Mai, bien sûr, qui est une zénine, donc ça on fera le point quand on parlera des familles zénines, ce sera peut-être pas dans ce live, qui est donc la sœur de Maki, donc il y a déjà le côté rivalité, mais aussi son pouvoir. On voit dans l'anime que son pouvoir est hyper sympa parce qu'elle peut créer des objets à partir de l'énergie maudite, et ces objets restent, donc elle peut pas en faire beaucoup parce que c'est hyper difficile à faire, mais bon, je trouve que le pouvoir est intéressant. Miwa, super importante aussi, parce qu'on voit que c'est la première, je crois, qu'on voit utiliser le Shinkage-ryu, territoire simplifié. Donc on sait que c'est un pouvoir qui a été créé il y a très longtemps. Il y a un chapitre à un moment qui explique ça. Donc ça permet de se défendre de n'importe quel sort. Et Momo Nishimiya, qui comme ça pourrait paraître la moins intéressante parce que bon, on sait peu d'elle, je trouve que le personnage est sympa, mais en réalité, ce qui va être vraiment cool, c'est qu'elle utilise son pouvoir est basé sur une croyance du folklore japonais, et du coup je pense que si vraiment il reste là-dessus, le mangaka, ça peut être super drôle, puisqu'en fait cette croyance sur laquelle est basé son sort, c'est que les objets ont une vie, et que donc les objets qui atteignent l'âge de 99 ans s'animent. Donc par exemple, vous avez une paire de Geta, là, les sandales japonaises, qui au moment où elles vont avoir entre ses 99 et ses 100 ans, donc en atteignant les 100 ans, bah, la chaussure va prendre vie, donc vous allez avoir une bouche qui sort, un œil et tout. Et donc elle va prendre vie. Donc ça c'est un yokai japonais. Et donc son pouvoir, quand elle l'utilise, il y a vraiment les kanji, les signes de ça. Donc elle pourrait, en fait, c'est pour ça qu'elle contrôle un balai, parce que donc son balai est vivant, entre guillemets, comme c'est yokai. Et du coup elle pourrait peut-être éventuellement avoir plein d'autres objets comme ça qu'elle manipule. Donc je pense que ça pourrait être grave sympa. Perso, donc Noritoshi Kamo. Alors pourquoi est-ce que je vous ai mis ces 2 petites figurines, ces 2 petites images ici? Donc Kamo, lui, donc il est de la famille Kamo, c'est un des 3 grands clans, et il maîtrise le sort de manipulation du sang, manipulation sanguine. Donc première chose, ce méchant là, Choso, donc je vous le mets un peu plus en grand, donc c'est bien lui, c'est Choso. On reviendra dessus bien sûr, un personnage hyper important également, beaucoup plus important que ce que je pensais et ce que vous pensez peut-être.
Donc il a le même sort. Ils ont le même sort tous les deux. Donc pourquoi déjà? On a envie de se demander. Ça je sais pas encore. Et pourquoi est-ce que lui? Parce qu'il s'appelle également ce grand méchant ici. Hop, que je vous mets là. Ce grand méchant s'appelle également Kamo no Ritoshi. Ils ont le même nom. Donc même nom de famille et même prénom. C'est pour ça qu'il y a ce petit gag dans le chapitre 136 ou 137, quand Choso pète un câble et découvre qui est en fait Geto, et qui dit ah c'est toi Kamo no Ritoshi, et que donc le jeune lycéen dit quoi, moi? Parce qu'en fait il s'appelle pareil. Et ici, un autre personnage tout à fait important à mon avis, Arata Nitta, qu'on voit uniquement dans l'arc de Shibuya, qui est le lycéen qui vient avec en même temps que Todo pour venir sauver Nobara. Nobara qui s'est fait exploser par Mahito. Et donc Todo arrive pour aider Itadori, et Nitta, lui, va s'occuper de sauver Kugisaki, parce que son sort lui permet, alors c'est pas très détaillé, mais on sait qu'il permet de soigner temporairement. Il explique que les blessures qu'il vient de subir sont mises de côté, en gros, mais qu'après, voilà, ça reviendra. Donc on sait pas trop beaucoup de choses encore sur son sort, mais on sait quand même que voilà, il est venu en même temps que Todo, donc c'est qu'il doit être relativement fort. Et donc aussi son nom de famille Nitta nous ramène donc au personnage principal précédent ici, l'assistante de Tokyo qui s'appelle également Nitta. Donc il doit y avoir un lien peut-être sympa avec cette famille. Enfin ici je vous ai mis Mei Mei qui est la seule exorciste qu'on trouve dans l'arc de Shibuya, dans l'arc du tournoi, qui est là pour en observatrice. En tout cas Mei Mei, à ce moment-là, elle est utilisée simplement parce qu'elle maîtrise son pouvoir, c'est de contrôler les corbeaux. Ces corbeaux qu'elle peut, en les contrôlant, voir à travers eux. Et donc, comme il faut surveiller tout le tournoi, et bien, c'est super pratique pour elle. Et d'ailleurs, on comprend très bien qu'à ce moment-là, elle est déjà payée par les anciens de Kyoto. Gojo lui fait remarquer que tiens c'est étonnant, pendant le tournoi on voit on voit pas du tout Itadori sur les images, parce que donc avec son pouvoir elle peut projeter des images du tournoi, et dit tiens on voit pas du tout Itadori, et elle dit ah bon non je sais pas, c'est juste que mon pouvoir est difficile de maintenir autant de corbeaux, je peux pas surveiller tout. Et tout de suite Gojo lui demande, ne lui parle plus à elle, il dit ah d'accord, parce que on se pense qu'ils sont proches tous les deux, donc il lui en veut pas, il sait très bien qu'elle aime l'argent et que voilà. Et c'est pour ça qu'il s'adresse au principal de Kyoto et il lui dit ah oui d'accord, donc en fait vous avez beaucoup d'argent, en même temps t'es plein aux as, t'as pu t'offrir les services de Mei Mei, puisque bien sûr le principal fait exprès et a demandé à Mei Mei de ne pas mettre d'image d'Itadori, tout simplement pour que pas que Gojo intervienne, puisqu'il a demandé à toute son école de le tuer. Donc pour pas qu'il y ait d'image de la tentative d'assassinat de Itadori, le principal du lycée de Kyoto a donc acheté les services de Mei Mei. Et donc personnage important qui revient par la suite, on y reviendra. Voilà en tout cas pour les voilà, une vraie bande de filles, ouais, ça c'est le bon mot, et encore je pense qu'on va en apprendre encore des belles. Du coup voilà, je vous avais remis quand même ce qui est important en termes de narration, je fais assez vite, c'est simplement que Geto, on le rappelle, est venu ici, on vient tester son rideau anti-Gojo Satoru, donc on le rappelle, il explique que donc il dresse ce rideau autour, et on voit Gojo qui va pour rentrer, en fait est le seul à ne pas pouvoir rentrer, puisque Geto est déjà en train de préparer son plan d'attaque de Shibuya, où donc ce rideau qui empêchera Gojo Satoru de rentrer à travers. On apprend aussi que le tournoi, en fait, l'attaque du tournoi est en fait une grosse diversion. Ça sera pas du tout le but est pas de tuer qui que ce soit, c'est simplement de laisser le temps à Mahito d'aller voler les embryons maudits et des doigts de Sukuna aussi qui sont entreposés dans l'enceinte du lycée. Donc ça va servir pour bien sûr le chapitre suivant. Je vous l'ai mis ici, est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils sont rentrés en contact avec Mekamaru? Est-ce qu'ils étaient déjà en contact avec lui? Je pense qu'ils étaient déjà en contact avec lui avant, mais voilà, peut-être que c'est aussi le moment où ils ont échangé avec Mekamaru. Et enfin, voilà, bon, ça je l'ai dit, du coup que beaucoup de gens à Kyoto sont contre la survie de Yuji, que ce soit Kamo ou Gakuganji. Les autres comme Momo et Miwa, on voit bien qu'elles sont pas forcément pour, elles sont pas du tout chaudes pour tuer comme ça un lycéen qui a l'air en plus sympa. Donc c'est surtout les méchants, et Kamo donc qui est issu d'une grande famille qui sont pour la mort d'Itadori. Voilà, et donc ça nous amène dernière planche sur ce qu'on peut voir encore en animé. On a énormément de personnages relativement importants qui arrivent, donc ça je vous les ai présentés. Les méchants je vous les ai mis là, donc Juzo, bon il n'aura pas fait long feu, et puis il sera interrogé par la suite, ça on y reviendra. Et vous avez Haruta Shigemo, on sait toujours pas à ce moment-là qu'il s'appelle comme ça, on l'apprend que plus tard. Pareil, le personnage est cool, le pouvoir on sait pas trop. Bon, voilà, c'est un méchant qui arrive, en plus il reste pas longtemps à ce moment-là, je vous l'ai simplement mis parce qu'on le revoit à l'arc de Shibuya. Donc après, bon, c'est quand même, on est quand même dans les débuts du manga, donc pendant cet arc, on voit un peu les pouvoirs de tous, un petit peu des personnalités, on voit la rivalité entre les sœurs, on voit que Kamo, il est issu d'un grand clan, voilà. Il faut bien un arc comme ça où on présente les personnages pour qu'on puisse aussi s'attacher aux personnages. On comprend donc les grandes familles d'exorcistes sont assez strictes dans le respect du jujutsu, donc ça c'est normal.
Et arrive le premier gros point, pardon c'est un peu long, hein, mais le premier gros point de ce live récapitulatif et qu'il faut comprendre et qu'il faut aussi, qui est aussi plein de doutes, c'est au chapitre 35 où pendant le combat entre Itadori et Todo, au moment où donc Todo pourrait peut-être gagner, au moment où Itadori est en tout cas en très mauvaise posture, Todo va se prendre un flash, une espèce de flashback bizarre où il va en fait voir, il va se voir comme le meilleur pote ou le bro quoi de Itadori, et du coup il va passer il veut le tuer, alors, il voulait pas le tuer mais il veut vraiment se battre contre lui et tester sa force, donc il est plein d'animosité, finalement c'est mon meilleur pote, c'est mon vrai pote et je veux l'entraîner. Donc là grosse incompréhension, je vais vous agrandir un peu les planches mais en gros, voilà, ici il l'appelle bien, vous avez ici donc Shinyu, écrit en japonais, donc meilleur ami, en gros, et ici juste à côté, c'est écrit, donc on va pas faire un point de japonais, mais ce sont des katakana, et c'est donc une lecture qui est proposée, qui n'est pas du tout Shinyu, mais qui est My Best Friend, donc My Best Friend, mon pote. Donc ici, et je crois que j'en ai mis une autre, là c'est juste après qu'il a eu son souvenir, où donc ici il l'appelle Shinyu également. Donc on voit bien la tronche d'Itadori qui comprend pas ce qui vient de se passer. Et donc il y avait quelque chose qui se passe à ce moment-là et qui fait que Itadori, un pouvoir peut-être, en tout cas quelque chose qui fait que Todo va croire, et se mettre jusqu'à pleurer, croire que que Itadori, ils ont un passé commun de super potes. Donc point hyper intéressant, bien sûr j'y reviens là on va y revenir dessus. Dans une planche dédiée à ce truc-là, parce que entre ce que j'ai compris, ce qui est garanti, et les théories qu'on peut faire, j'en parle après, puisque ça se répète avec Choso dans l'arc de Shibuya. Donc on va revenir là-dessus au moment où on attaquera l'arc de Shibuya. On voit aussi Itadori dans cet arc qui maîtrise l'éclair noir. Pareil, je reviendrai dessus de ça dans un autre live, dans les pouvoirs. Et finalement, l'arc du tournoi s'arrête donc sur l'attaque qui est repoussée, même si finalement c'était une diversion, donc les méchants ont gagné, ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Et la victoire du tournoi se décide au baseball. Donc ça c'est plutôt pour le délire. Donc voilà, on entre vraiment là dans le vif du sujet. Ça a été un petit peu plus long que prévu bien sûr, mais ça c'est avec le chat, c'est normal. Voilà. Et donc enfin, on attaque vraiment les choses importantes pour bien comprendre la suite. Pour ceux qui ne regardent pas l'animé, sachez que là c'est du gros spoil à partir de maintenant à 100%. Nouvel arc donc sur la malédiction du collège de Fushiguro et les embryons maudits. Je vais quand même passer vite aussi là-dessus parce que c'est pas hyper important c'est pas le plus important pour la suite et le chapitre de Shibuya. Voilà, on entre le vrai jutsu à partir de cet arc. Effectivement, je pense que ça fera taire toutes les vraies critiques, ceux qui peuvent critiquer un peu le côté trop facile de jutsu. Kaisen, là, on entre dans le vif du sujet. Chose importante qu'on apprend déjà dans cet arc, c'est que Fushiguro a une demi-sœur. Alors c'est pas sa vraie sœur, c'est bien sa demi-sœur. Elle a été maudite il y a environ 2-3 ans par rapport au flashback, on peut comprendre. Et on apprend au chapitre 136 qu'elle a été maudite en fait par donc le faux Geto Suguru, et qu'elle se réveille surtout à la fin du chapitre 136. Donc on sait à ce moment-là qu'elle a été maudite et ils enquêtent sur une autre malédiction. Je trouve vraiment que si mes explications sont pas claires sur cet arc, je pense que c'est pas ce que vous avez ressenti vous en lisant, c'est qu'aussi en termes de narration c'est le plus brouillon. Et du coup on a une superposition de ok, alors on est dans le collège de Fushiguro, ok, il a une sœur, elle est maudite mais pas par lui, on sait pas. Puis là les trois hybrides débarquent, donc ouais voilà, je suis d'accord, quand on lit l'arc pour la première fois, c'est pas clair. Et donc, les trois embryons maudits débarquent. Donc, Kechizu, Choso et Ezo, les trois frères... pardon, Choso débarque pas à ce moment-là. Les deux frères débarquent. Et puisqu'on a vu que Mahito et Geto les ont créés en faisant bouffer donc les trois embryons maudits qu'ils ont volés. Donc il y a 9 embryons maudits, ça on le sait parce que c'est l'appellation de l'objet, il y a le mot 9 dedans. Et ils en ont pris 3 et ils les ont donné donc à des humains, et ces humains se transforment. Donc chose très importante à comprendre pour la suite, du coup bon, surtout pour Choso, c'est que ce ne sont pas des fléaux, ce ne sont pas des esprits maudits, ce sont bien des hybrides, des incarnés qui ont mangé ces embryons. Ces embryons, on sait pas trop de choses dessus encore, mais ce sont pas des purs esprits maudits comme le sont Mahito et Jogo par exemple, ce sont bien des hybrides. Donc important à retenir. Du coup, les deux Kechizu et Eso, les deux frères, sont vaincus par Itadori et Kugisaki. Et le troisième, donc Choso, le grand frère, qui est... Là, on comprend qu'il est plus fort parce qu'il traîne, lui, il est en train de jouer à une partie de Destin, d'ailleurs, à un moment très drôle. Il joue au jeu de société Destin avec Mahito et Geto, au moment où il apprend la mort de ses deux frères, où il ressent la mort de ses deux frères.
Donc voilà, bon, disons que ces personnages, je trouve, sont assez stylés, sont assez, bon, surtout le mec qui est dégueulasse là avec ses ailes de papillon putrifiées là dans le dos. L'autre, bon, c'est plus un monstre lambda. L'arc est cool, moi j'ai bien aimé le combat. On voit Kokisaki quand même qu'elle est plutôt forte. C'est assez stylé. De quoi s'inspirer l'auteur pour créer les embryons maudits? Quand j'ai fait mes recherches, je comprenais, enfin c'était pas clair du tout. Les kanji utilisés pour les noms sont pas clairs. Le terme embryon maudit non plus n'est pas clair. Donc c'est vraiment des kanji qu'on voit pas souvent ou pas du tout utilisés en même temps. Et en fait, pendant mes recherches, j'ai donc trouvé que c'était inspiré des stades de décomposition du corps, d'un corps laissé à l'abandon, selon un ouvrage, un très vieil ouvrage, donc plutôt bouddhique. Donc voilà, les mêmes kanji, les mêmes histoires, et donc les trois mots reviennent. Eso, Choso et Kechizu sont trois stades de décomposition selon donc ce très ancien récit bouddhique. Donc je sais plus exactement dans l'ordre, mais en gros, Choso c'est l'idée du sang qui sort du corps, Kechizu c'est l'idée du corps qui pourrit, et l'autre je crois que c'est le premier stade, donc vous savez les gaz qui sortent au moment où le corps meurt, et donc les gaz qui sortent. Et donc, on peut imaginer avec ça qu'il y aurait donc les 6 autres embryons maudits, les 6 autres personnages seraient liés à ça. Donc ça, je vous la mettrai ce lien, je vous le mettrai quelque part tout à l'heure dans le chat pour que vous alliez voir les images ces images. J'allais les voir pour moi 2 petites secondes. Hop. Et je pense vraiment que c'est vraiment pas connu. Il n'y a pas de traduction proposée, il n'y a même pas une page en anglais sur Wikipédia. J'ai cherché sur d'autres choses, donc je pense que c'est assez peu connu. Bien sûr. Un vrai plaisir, bon appétit si vous êtes à table. Sachez que je l'aurais dit ici, que les prochains stades de décomposition sont Noran, Shōho, Tan, San, Kotsu et Shō. Et donc si vous avez un personnage qui sort et qui a ce nom-là, ça sera ici. Donc Tanso, Sanso, donc c'est finissent tous par So, donc logique, puisque c'est l'idée de décomposition. Et vous avez notamment vous en avez un, voilà, le dernier stade qui est les os, même les os sont comme brûlés, enfin les os disparaissent et il ne reste que des cendres. Donc on pourrait imaginer facilement un pouvoir basé sur la destruction pure. Vous en avez un où c'est ah oui, c'est le 6e stade aussi. J'imagine bien un pouvoir là-dessus où c'est l'idée que le corps humain se fait bouffer par les insectes et par les comment on appelle ça, les vautours, les choses comme ça. Donc on pourrait imaginer aussi un personnage lié à ça. Donc vraiment, je pense que vraiment là j'ai quand même fait une bonne touche et que on va y revoir quelque chose. On va retrouver ces stades de décomposition dans l'histoire. Ça c'était la petite parenthèse. Je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus quand ça sortira ou quand je prendrai le temps de tout traduire parce que c'est un sacré pavé. Enfin, donc on est toujours dans l'arc des embryons maudits. On découvre que Fushiguro Megumi maîtrise presque son extension de territoire. Il en sort un incomplet, mais en tout cas c'est la première fois qu'on le voit. La traduction c'était le repère des ombres, assez difficile aussi à traduire, mais voilà l'idée où il peut à l'intérieur de ce territoire maîtriser ses Shikigami, ses invocations. Ah oui, je l'ai mis en gras aussi, on apprend que grâce au pouvoir de Sukuna, qui est donc décrit comme le roi de tous les poisons, Itadori est immunisé contre le poison. Donc s'il y a d'autres personnages liés au poison qui arrivent plus tard, ou d'autres combats où il fait face à du poison, il devrait être tranquille. Oui, ça j'aurais pu le mettre en gras aussi, ça sera dans le prochain, dans le live, le jour où je fais l'explication, pardon pour le bruit, quand je ferai l'explication sur les concepts du manga, c'est dit à plein de reprises, mais là c'est vraiment écrit noir sur blanc, que si on explique le fonctionnement de son sort à son adversaire, ça augmente les effets de son sort. Plus d'informations là-dessus, on sait pas pourquoi ni comment ça marche, simplement c'est dit à plusieurs reprises, donc retenez bien que si on explique les effets de son sort à son adversaire, ça augmente ses effets. Simplement justifier le fait qu'un personnage, pourquoi est-ce qu'un personnage explique ses pouvoirs pendant un combat, parce que pour le lecteur comprenne. Donc ça fait un peu, je trouve, je suis d'accord, ça fait un peu un effet briser le 4e mur ou de justifier pourquoi est-ce qu'un personnage expliquerait ses pouvoirs pendant un combat, ça n'a aucun sens dans la vraie vie. Mais bon, il faut bien que le lecteur puisse comprendre. Donc je suis d'accord. Donc l'arc qui se finit sur un truc qui n'a rien à voir, s'il se finit avec Nobara qui tombe sur une copine du collège de Itadori. Est-ce que cette jeune fille, on va la revoir? Est-ce qu'elle sert à quelque chose?
Est-ce que Itadori, elle, finalement commence à se fréquenter et qu'elle reviendra? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est une fille qui je sais pas, qui est là pour revenir plus tard et en fait piéger Itadori? Ou est-ce que, et c'est ce que je pense, c'est tout simplement un petit chapitre de clôture pour qu'on s'attache un peu au personnage, au groupe de copains, parce que dans ce chapitre, je trouve que le chapitre est super sympa. On voit que finalement Megumi, Nobara et Itadori sont assez proches, qui discutent bien. On voit à quel point Itadori c'est un mec bien et tout. Enfin, moi je pense que c'est juste un chapitre comme ça pour faire une petite parenthèse, pour montrer voilà que malgré tout ce qu'ils vivent, ils continuent de vivre normalement aussi, ils ont une vie d'ado. Moi je pense que c'est juste ça, mais quand même je mets une petite parenthèse pour voir est-ce qu'on la reverra cette fille. Les deux frères sont morts, tués, et donc il reste plus que Choso qui est donc appris ça et qui du coup est pas content puisqu'il a appris à la fin de l'arc que c'est Itadori et Nobara qui les ont tués. Et l'arc se termine. En plus déjà que c'était pas clair, on se prend un gros flashback derrière et on enchaîne sur l'arc du passé de Gojo. Ah oui pardon, excusez-moi, encore une fois j'ai oublié de mettre les planches alors que j'ai fait l'effort de les faire. Donc voilà les personnages, tous incroyables, et on arrive directement dans le flashback. Bon bah on apprend deux choses importantes, c'est que Geto et Gojo sont trop forts, déjà à ce moment-là, c'est les meilleurs élèves du lycée, et ils sont tellement forts que ils peuvent même venir aider des chamans qui ont fini qui ont fini l'école. Et chose très importante qui paraît peut-être pas claire, de le fonctionnement du pouvoir, de pourquoi est-ce que Gojo est si fort que ça. C'est que, pareil, ça sera toujours dans la vidéo sur les pouvoirs, l'univers du manga, Gojo a hérité deux choses en même temps, deux choses hyper rares. Tout d'abord, ce que j'ai appelé son sort passif, le sixième œil, hein, donc Rokugen de mémoire, donc difficile. Alors, c'est pas le troisième œil, hein, c'est bien Roku, donc il y a bien l'idée de 6, qui est donc plutôt un passif qu'il a. Et qui lui permet de voir des choses, C'est assez peu expliqué, on sait peu de choses dessus, mais on peut imaginer une sorte d'omniscience à ce niveau-là. Et il a son sort hérité, enfin son sort inné qu'il a reçu, qui est le sort de vide infini. Alors là, c'est vrai que la traduction vide infini avait été choisie, je pense, suite à son extension de territoire, vide incommensurable. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu qu'en anglais ils ont plutôt choisi limitless, et c'est vrai que c'est plus proche du japonais, l'idée de sans limite. Mais bon, sans limite, moi en français ça me fait plutôt penser au film avec Bradley Cooper. En tout cas, c'est l'idée que Gojo, donc, il maîtrise donc l'infini. Pareil, c'est hyper compliqué, je trouve, à expliquer son pouvoir, qu'on peut pas le toucher parce que voilà, c'est infiniment ralenti, donc on peut pas s'approcher de lui. En même temps, il peut distordre l'espace dans un sens ou dans l'autre. Donc soit en gros, il repousse, il attire, et du coup, bah s'il fait les deux en même temps, ça explose tout simplement. Donc c'est l'idée de ces sorts rouge, bleu et violet. Énormément de choses à dire là-dessus, mais si je me lance sur l'explication des sorts de Gojo, on n'est pas fini. Donc ça sera pour une autre fois. Donc on a cette mission quand même assez importante aussi, parce qu'on apprend un peu le fonctionnement du lycée, où Gojo et Geto doivent aller sauver le corps stellaire, enfin escorter le corps stellaire jusqu'à Tengen-sama. Alors Tengen-sama, c'est assez peu encore. On sait que c'est une entité protectrice du monde du Jujutsu et donc des bâtiments, hein, concrètement, puisqu'il crée une barrière. Dans le chapitre 136 aussi, on comprend qu'apparemment il y a pas que le lycée, il y a plusieurs endroits, des lieux qui existent aujourd'hui réellement, comme les résidences de l'empereur. Et même, je me demande s'il n'y a pas quelque part il protège pas un peu le Japon entier, beaucoup moins fort, mais que voilà, il y a un côté vraiment lui il protège la zone. C'était un ancien exorciste qui maîtrise le sort donc d'immortalité, mais pour ça il faut qu'il change de corps. C'est un concept qu'on n'en sait pas trop encore. On voit bien que le corps stellaire, donc la jeune fille qui est choisie, elle est au courant de ça. Elle sait qu'elle va pas mourir et que merci beaucoup pour le follow, Nathan Jo. On sait que ce qu'il est hyper important ce rituel pour protéger le monde du Jujutsu, et donc eux ils sont là pour ça. Des assassins bien sûr sont mandatés pour éviter, puisqu'ils la protègent, c'est parce qu'il y a des assassins qui veulent la tuer. Il y a d'abord des extrémistes qui sont contre le fait d'aller altérer le corps de Tengen-sama. Eux, ils veulent que Tengen-sama reste lui-même, et ils veulent plus qu'il soit corrompu ou souillé par une fusion donc avec ce corps. Donc pareil, c'est assez flou, mais en gros, il faut le voir comme une sorte de secte d'extrémistes. On rentre pas dans les détails, simplement il y a des assassins qui veulent ici tuer cette jeune fille, et Gojo et Geto sont chargés de la protéger. Et en fait, on apprend que depuis le début, c'est Toji Fushiguro, que je vais mettre ici, qu'on ne connaît pas du tout encore à ce moment-là, qui est simplement, on comprend qu'il est méchant, en tout cas que c'est un assassin qui veut beaucoup d'argent, c'est son plan à lui depuis le début d'envoyer d'autres exorcistes d'autres assassins en tout cas sur eux pour les fatiguer. Il a prévu tout son plan. Il force donc Gojo à être sur le qui-vive en permanence, et en fait son plan depuis le début c'était de les attaquer au seul moment où ils seraient sur leur garde, c'est-à-dire à l'intérieur du sanctuaire, donc en plein, vraiment au cœur de la barrière, là où ils pourraient baisser leur garde, et c'est là qu'il attaque, et c'est là qu'il va transpercer Gojo.
Alors, première chose, pourquoi est-ce qu'il peut rentrer au cœur de la barrière alors que c'est justement l'endroit le plus protégé? C'est que, comme le Mekamaru, c'est le seul personnage, je crois, qu'on connaît aujourd'hui, le deuxième donc, qui a un sort inné, une restriction divine. Il est né sans une seule once d'énergie maudite. Alors, Maki, elle peut pas utiliser l'énergie maudite, elle a besoin de ses lunettes pour voir les monstres, et elle est obligée d'utiliser des objets, des armes maudites pour les combattre. Mais elle a de l'énergie maudite. Je rappelle rapidement que l'énergie maudite, tout le monde en a. Même les humains lambda, ils en ont juste une once, un tout petit peu, et voilà, ils peuvent pas s'en servir, mais tout le monde en a. Et Fushiguro Toji, lui, il en a pas du tout. Vraiment, il en a moins qu'un humain lambda, mais en contrepartie de ça, puisque c'est une restriction divine, il a ses 5 sens qui sont développés au maximum. Tellement que du coup, il peut voir en fait les esprits maudits avec ses 5 sens super développés. Alors on imagine qu'il les voit peut-être pas pareil que les exorcistes, mais il est donc trop fort, concrètement il est juste trop fort, mais il a pas de pouvoir. Donc voilà, donc ça c'est sa restriction, et donc c'est pour ça qu'il peut s'infiltrer à travers la barrière sans être repéré. Bien sûr, on va revenir sur le personnage plus tard, et un peu aujourd'hui et un peu plus tard, il y a énormément de choses à dire. En tout cas, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est là, et c'est pour ça qu'il arrive à transpercer Gojo, alors que d'habitude personne ne peut le toucher. Alors, la mini-explication de la restriction, alors, effectivement, la restriction, c'est l'idée, encore une fois, très inspirée de Hunter x Hunter, c'est l'idée que on peut limiter son propre pouvoir. On peut s'imposer une restriction, donc shibari en japonais, et on se dit, bah voilà, moi c'est vraiment l'exemple de, pour ceux qui lisent Hunter x Hunter, c'est Kurapika dans Hunter x Hunter qui donc limite ses pouvoirs pour pouvoir les utiliser que contre les membres de la brigade fantôme, et qui du coup est trop fort quand il se combat contre eux. Donc en gros, on limite ses pouvoirs dans la majorité des cas, mais on se dit que voilà, si ça se passe, et ben moi je suis plus fort. On le voit, je crois que le tout premier qu'on voit c'est Nanami, qui lui s'est mis une restriction. Alors je pense qu'au début c'était plus pour le fun, parce que c'est drôle, parce que Nanami est un ancien salaryman, un ancien trader, et il aimait pas ça. Et donc sa restriction à lui, c'est qu'il est plus fort à partir, je crois, de 17h ou 18h, je sais plus, en tout cas quand il entre dans les Zangyo, donc dans les heures supplémentaires, dans les heures sup, puisque il déteste ça, et du coup ça le saoule, il veut rentrer chez lui, et du coup c'est comme ça qu'il a créé le pouvoir. Donc c'est un salarié qui aime bien l'argent mais qui aime pas trop travailler. Et donc il s'est mis une restriction qui fait que dès qu'il rentre dans les heures supplémentaires, il est plus fort parce qu'il aime pas ça, il veut vite en finir. Et donc on le voit dans son combat contre Mahito, qu'à un moment il dit ça y est, ma restriction s'est élevée, et Mahito voit que effectivement il a plus d'énergie maudite à ce moment-là. Donc ça c'est la restriction normale, qu'on peut s'afficher à soi-même pour augmenter son pouvoir dans certaines conditions. L'autre type de restriction qu'on a, c'est quand elles sont faites entre deux personnes. C'est entre Mahito, Geto et Mekamaru, où donc c'est juste après, où ils étaient mis à un accord où donc Mekamaru doit donner des informations sur les chamans, les exorcistes, et en échange Mahito doit pouvoir, donc les trahir en gros, trahir les gentils, et en échange Mahito devra soigner sa restriction à lui. Donc le fait qu'il peut pas bouger là, qu'il est dans sa baignoire constamment. Et donc on voit bien, Geto l'explique, que Mahito t'es obligé de le faire, sinon on sait pas ce qui va t'arriver. D'ailleurs on sait toujours pas ce qui se passe si on respecte pas une restriction. Il parle pas de mort, mais il parle de malheur qui pourrait nous tomber dessus. Alors non, on va revenir là-dessus, pardon, j'essaie de finir l'explication avant de voir le chat. Donc ça c'est la deuxième, c'est celles qui sont donc des restrictions qui sont faites entre deux personnes. Et donc la troisième et dernière restriction, c'est la restriction qu'on appelait restriction divine, innée, qui sont... Alors, je crois qu'en termes de japonais, c'est pas clair, c'est infligé à la naissance, mais je sais pas si c'est on est comme ça et paf, on est né avec et on n'y peut rien, ou si quelqu'un nous impose ça au moment de notre naissance. Ça, je pense peut-être qu'il y a les deux cas, peut-être que c'est pas clair. Et en tout cas, c'est on est comme ça. Voilà, il y a le côté serment inviolable. Pendant que je faisais mon explication, il y avait exactement ça. En gros, c'est un mélange de Hunter x Hunter et des serments inviolables de Harry Potter, exactement. Bon, on prend un gros malus. Donc, dans le cas de Fushiguro, ne pas pouvoir utiliser d'énergie maudite, de pas avoir d'énergie maudite en lui, et en échange, lui, il est juste trop fort, il a les 5 sens développés au max. Ce qui est fort avec cette restriction à lui, c'est que de pas avoir d'énergie maudite, en fait, c'est compensé par le bonus. Si on regarde par contre Mekamaru, quand même, le malus, c'est, je crois qu'il a pas de jambes, il a qu'un bras. Il est brûlé constamment comme s'il était exposé au soleil, le truc horrible quoi, et qu'en échange il peut contrôler une quantité astronomique d'énergie maudite à distance. Donc, et lui il dit bien d'ailleurs qu'il préférerait ne pas être un chaman et ne pas avoir cette restriction plutôt que de vivre ça. En tout cas, on revient à notre histoire, et sur donc Toji, qui est donc le père de Fushiguro, ce qu'on ne sait pas tout de suite je crois. Et on reviendra sur ce personnage plus tard, mais il y a sa restriction de film, voilà, je vous l'ai dit.
Et on sait qu'il a quitté, qu'il est originaire de la famille Zenin, donc un des 3 clans, et qu'il a quitté cette famille pour une femme, donc par amour. Et donc cette femme avec qui il va avait déjà une fille, cette fille qui est donc la demi-sœur de Fushiguro qui a été maudite. Ouais, tout est lié, effectivement, mon dieu, tout est lié. Voilà, ça c'est des points qui pourraient faire l'objet d'un live entier. Et son fils, donc Megumi, reste quand même un Zenin. Il y a de fortes chances qu'il soit, donc, comme il est issu d'une grande famille, avoir des pouvoirs très puissants. Donc, en quittant sa famille, il annonce au chef de clan de la famille Zenin qu'il va vendre son fils. Il dit voilà, moi je vais avoir un fils, ou j'ai un fils, et je vous le vends parce que c'est mon fils, moi je suis trop fort, j'ai une restriction, machin, et voilà, j'ai confiance en moi, je sais que mon fils il va être trop fort et qu'il va avoir un sort trop fort. Donc je vous le vends. Et d'ailleurs, l'autre accepte, le chef de la famille Zenin accepte de l'acheter. C'est intéressant aussi à ce moment-là, il parle de chiffres, je crois qu'il lui propose 7 ou 8, il dit je te vends mon fils 7 s'il a un sort, 8 s'il a un sort inné, donc les sorts rares, et l'autre lui dit non, moi je te l'achèterai 10. Mais on ne sait pas s'il parle de millions, s'il parle d'argent, enfin c'est une valeur de millions, ou s'il parle complètement d'autre chose. Oui, alors je reviens juste rapidement sur voilà, Ranzai, c'est sûr, bien sûr que c'est sûr. En fait, ce qui se passe dans le, si vous voyez sur le chat la question de Ranzai, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Sukuna dit à Itadori qu'on fait ça, il lui propose de faire cette restriction, Itadori lui refuse, bien sûr, puisqu'il n'est pas d'accord. Et en fait, ils disent ok, finalement, on va régler ça au combat. Si tu me touches, si t'arrives à me vaincre pendant le combat, je laisse tomber. Et si c'est moi qui gagne, on met en place la restriction qu'on a discuté avant, qui est donc de pouvoir prendre le contrôle de ton corps pendant une minute, pas du tout, pendant une minute, sans tuer d'humain. Et donc, au moment où Yuji dit j'accepte, donc on comprend que le contrat, donc la restriction est active, Sukuna le one shot, hein, littéralement le tue en 2 secondes. Mais bon, comme ils sont à l'intérieur de leur corps, c'est que ce passage est un peu louche, on est dans le début du manga, faut pas oublier que le mangaka peut-être il était pas encore tout sûr de ce qu'il faisait. Donc voilà, donc pour moi, la restriction est bien en cours. Après, peut-être que je me trompe et qu'il y a un malentendu, mais pour moi, la restriction d'une minute est toujours valable. Voilà. Et donc, pardon, voilà, oui, Toji est un gigolo, ouais, j'irai pas jusque-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Gojo va intervenir et va le récupérer avant la vente. Donc, c'est bien Gojo Satoru qui va récupérer Megumi avant qu'il soit vendu à la famille Zenin. Petite parenthèse. Et enfin, vous avez mis ça, puisque, donc quand même, on reste dans le résumé de l'arc, Toji et Gojo s'affrontent, Toji le gagne la première fois, puis il va aussi battre derrière Geto, donc quand même un personnage important, Toji Fushiguro, parce qu'il va battre les 2 les étudiants les plus puissants du moment. Mais bon, ils étaient tous les 2 fatigués, ça faisait 3 jours que Gojo n'avait pas dormi, qu'il maintenait son sort, enfin, bien sûr, il n'était pas du tout au max de sa forme. Du coup, revanche de Gojo, et c'est cette fameuse planche sur Terre, donc j'avais mis la version japonaise pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est sur Terre comme au ciel, personne ne peut m'égaler. C'est une référence bouddhique aussi, importante, que j'ai retrouvée dans mes recherches. Mais aussi, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est une expression courante, qui apparemment peut aussi vouloir dire montrer l'égoïsme de quelqu'un. Et donc la traductrice officielle, j'ai vu qu'elle avait opté plutôt pour la version classique, mais moi je savais pas du tout que ça existait, enfin je sais pas si ça s'utilise vraiment, mais apparemment voilà, ça peut tout simplement souligner l'arrogance de quelqu'un, mais pour moi là à ce moment-là, c'est vraiment Gojo Satoru devient l'homme le plus fort du monde, et à ce moment-là le monde du jujutsu change. Littéralement. Là, on se rend peut-être pas compte dans le manga, mais le monde change à ce moment-là, puisque Gojo maîtrise son pouvoir pour la première fois. Il devient vraiment invincible. Il devient juste trop fort. À ce moment-là, il maîtrise le sort violet, donc bleu, rouge et violet. Violet étant donc la distorsion de l'espace. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais la totale. Et donc, à partir de ce jour-là, et on le voit un moment dans le flashback, pendant Shibuya, des chamans exorcistes méchants qui se plaignent, qui se disent avant, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait tuer des petits gens, on pouvait faire notre vie. Et en fait, depuis que Gojo Satoru est né, et surtout depuis qu'il a maîtrisé son pouvoir, ils peuvent plus rien faire, enfin le monde a changé. Donc passage hyper important pour comprendre la puissance de Gojo Satoru. Voilà. Et donc là, après ça, on apprend que suite à cet arc, à ce passage-là, donc Toji est tué, Gojo devient donc le plus fort du monde, et Shoko, elle va être beaucoup occupée par d'autres choses, on sait pas exactement par quoi, et donc Geto Suguru va se retrouver un peu plus en plus seul, puisque Gojo va être envoyé aux 4 coins du monde pour des missions, en fait il peut tout faire tout seul, il peut se téléporter, il peut tuer tout le monde en un coup, donc il y a moins de missions pour Geto qui est pourtant très fort, et il va commencer à se trouver seul et à ingérer des centaines de fléaux, puisqu'en fait son pouvoir de malédiction de maîtrise des fléaux, et de manipulation, pardon, des fléaux pour être précis, et on l'a déjà vu les images, hein, il transforme un esprit maudit en petite boule qu'il mange ensuite. C'est qu'au début le kanji utilisé c'était ingérer, mais bon je savais pas à ce moment-là, donc j'imaginais plutôt capturer moi, mais en fait non, il les mange littéralement.
Et ça serait important pour la suite, ce côté que Geto Suguru va rester un peu tout seul et elle va être délaissée. Puisque suite à ça, pendant les événements du flashback du corps stellaire, il va commencer par douter sur l'intérêt enfin un petit peu le lien entre les exorcistes et les humains, puisque il y a une grosse remise en question en se demandant pourquoi est-ce que on devrait protéger les humains, pourquoi est-ce que nous on vit cachés. Encore une fois, un petit côté Harry Potter, je trouve, il nous fait un peu il nous fait une petite Voldemort ou un truc comme ça en mode voilà, on est trop fort, on est les plus puissants, on a les pouvoirs, pourquoi est-ce qu'on devrait protéger les humains qui sont donc faibles, et deux, pourquoi est-ce qu'on devrait vivre cachés. Donc il se pose pas mal de questions. À côté de ça, il emmagasine des esprits maudits avec son pouvoir, donc on peut peut-être imaginer que ça joue sur sa santé mentale. Et donc il pète un câble, tout simplement. D'abord, il va discuter, on va le voir, avec Yuki Tsukuno, qu'on voit pour la première fois pendant ce flashback, qui est en fait, je crois on la voit déjà une fois sur une seule image. On comprend que c'est le maître de Todo, donc le gros gorille, le gros costaud qui donc aide Itadori. Yuki Tsukuno qui est donc son senpai, quoi. Et on la voit discuter avec Suguru sur l'avenir du monde et comment il voyait les choses, et elle explique qu'elle aimerait soit un monde sans énergie maudite, donc l'énergie maudite n'existe plus, et elle comptait beaucoup sur Toji dans ses expériences, puisque Toji, donc le père de Megumi, est le seul à ne pas avoir d'énergie maudite, et elle se rend bien compte que c'était le seul cas, donc elle avait un peu abandonné cette idée. Et du coup, son deuxième plan à elle, son deuxième objectif, ça serait d'apprendre à tous les êtres vivants, à tous les humains, à pouvoir manipuler l'énergie maudite, et donc pouvoir combattre les malédictions. Donc elle a une vision du monde comme ça, à ce moment-là où elle explique qu'on peut croire que son objectif, c'est d'enseigner à tout le monde à manipuler l'énergie maudite. Et dans cette conversation, c'est là que Geto pète un peu un câble et que lui explique, il dit mais pourquoi ne pas tuer tout simplement ceux qui ne maîtrisent pas l'énergie maudite. Donc en gros, tuer tous les humains, qu'il va commencer à appeler des singes. Et Yuki qui lui dit oui, t'as pas raison, t'as pas tort, ça serait faisable. Donc déjà étonnant aussi sa réponse à elle, alors lui il suggère un génocide massif, elle dit effectivement ça pourrait marcher. Bon, même qu'elle a un peu ses réserves quand même. Et donc cette discussion, puisqu'ils se retrouvent tous les deux, alors plus ou moins parce que c'est plus le même Geto, et ça c'est pour tout à l'heure l'explication. Ils vont reparler de ça, et donc bien sûr Geto lui va mettre en place son plan de tuer tout le monde, et il va commencer directement à la fin de l'arc. On apprend qu'il pète un plomb et qu'il va aller tuer 112 villageois dans un petit village perdu dans la campagne, les tuer. Ah, t'avais vu que c'est le village de Nobara. Alors j'ai pas du tout fait gaffe, j'ai pas du tout fait le lien avec le fait que c'est le village de Nobara. Peut-être, je vérifierai. Pour moi c'était un village classique. Intéressant. Moi j'avais pas vu spécialement ça. Et donc il tue tout le monde, et donc il est condamné à mort, et c'est Gojo Sato qui est chargé de le tuer, et bien sûr il va pas y arriver, il va lui tomber dessus, mais il va pas réussir parce que c'est son meilleur pote. Et suite à ça, Geto va prendre les commandes de la secte, donc du corps stellaire qu'ils avaient un peu détruite avant, et il va s'en servir de cette position pour récupérer un maximum d'esprits maudits, parce qu'en fait il va se mettre comme dans un temple, les gens vont venir à lui pour se faire soigner, et en fait lui il va tout simplement, on le voit le faire une fois, absorber les esprits maudits qui gênent ces humains. Donc lui, il les dénigre, il les aime pas, mais ça lui permet d'emmagasiner un certain nombre d'esprits maudits, puisqu'on sait qu'il y en a, alors j'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'il en a accumulé 4300 ou 4461. Donc il y a certains paquets d'esprits maudits qu'il a en lui. Donc voilà, c'est à ce moment-là que Geto devient méchant, entre guillemets, dans cet arc. Oui, peut-être. Alors, c'est peut-être un peu gros, on verra pour les possibilités. Bon, là, le tome 0, je vous ai mis un pavé, mais on va pas revenir sur tout. Vraiment, je fais vite. C'est ceux qui l'ont pas lu, il faut le lire absolument, surtout pour comprendre la suite. C'est l'histoire de Yuta Okotsu, qui est donc au moment où il rentre en première année au lycée. Il est maudit quand il est 6 ans, sa meilleure amie est tuée devant lui dans un accident de voiture. Horrible, donc sa meilleure amie Rika, elle s'est renversée par une voiture et meurt brutalement. Elle va alors on pense alors qu'elle va maudire Yuta à ce moment-là. On apprend en fait par la suite que c'était l'inverse, c'est Yuta qui est la maudit elle. Oui, fait relativement important, je l'avais noté, je l'ai revu pendant que je travaillais, le live. Ils sont originaires de la même ville que Itadori. Itadori est originaire de la ville de Sendai, vous pouvez regarder, au nord du Japon, au nord de Tokyo, et Yuta aussi. Donc bon, je laisse ça là, mais il faut savoir, il y a quand même beaucoup de villes au Japon, c'est quand même étonnant qu'ils viennent de la même ville. Voilà, je laisse ça là. La malédiction de Yuta, donc Rika, elle est bien trop puissante. Le conseil des anciens, donc les vieux qu'on évoquait tout à l'heure, veulent le faire disparaître, et il arrive un petit peu la même chose que il arrive à Itadori. En fait, il est condamné à mort, mais Gojo intervient et va s'en occuper.
Voilà, alors je vous ai mis des petites phrases comme ça, des choses voilà pour comprendre un peu ce qui se passe par la suite. Pardon, c'est un peu, il y a des fautes sur cette planche. Inumaki est très proche de Yuta. Voilà, on voit qu'il s'aime beaucoup, il le respecte beaucoup. Yuta respecte beaucoup Inumaki par son pouvoir et par tout ce qu'il a fait. Et donc on verra pourquoi il est énervé donc au chapitre 137. On voit que Suguru est déjà là, dans le tome 0. Il a pas sa cicatrice, donc il n'est pas encore brainwashé, comme j'ai écrit, donc il n'a pas encore eu son lavage de cerveau. On voit au chapitre 3 également que il a commencé déjà à mettre son plan en place d'aspirer tous les fléaux. Donc il a déjà pété un câble, et il est déjà prêt à... Il n'a pas encore la cicatrice, donc il n'est pas brainwashé, mais il est déjà méchant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On voit déjà des camarades de Geto qui reviendront dans l'arc de Shibuya. Donc Lalu, je vous mettrai des photos après. Un personnage très mystérieux qu'on a évoqué 2 fois, mais aussi Nanako, Mikel et Mimiko, Nanako et Miguel, donc l'étranger, voilà que on sait pas trop d'où il est originaire, mais il est décrit comme un étranger. Donc voilà, là c'est déjà les compagnons de Geto qui donc à mon avis partagent la même vision du monde que lui, donc de tuer tous les non chamans plus ou moins, et on les voit déjà là. Il annonce déjà que donc il fera une première attaque le 24 décembre à Tokyo, donc la nuit des 1000 démons, voilà, selon les traductions. Et c'est un événement qui revient souvent dans le manga, qui est souvent évoqué comme, en gros, l'attaque de Shibuya, c'est vraiment la réussite totale la réussite. Voilà, c'est vraiment l'attaque de grosse envergure, mais il y en avait déjà eu une auparavant, donc le 24 décembre. Voilà, où donc il fait une attaque à Tokyo pour faire une grosse diversion, et en fait le but c'était d'attaquer directement le lycée pour aller récupérer Rika, donc la malédiction de Okotsu Yuta. Donc en gros, Geto, lui, son but c'est de récupérer le plus d'esprits maudits possible, mais également les plus puissants possibles. Et là il y a un mec qui débarque avec la plus puissante, donc Rika, qui est décrit comme la reine des fléaux. Alors je sais pas si c'est un titre ou si c'est vraiment, voilà, c'est comme ça. Et donc forcément il veut la récupérer, il est très intéressé par ça. Et donc il envoie plein de chamans noirs attaquer le centre-ville de Shibuya, et lui pendant ce temps il va à l'école pour aller choper Yuta, sauf qu'il s'y attendait pas du tout. Déjà il y a un peu de résistance, il y a Panda qui arrive à revenir, je sais plus qui exactement, il y a notamment Panda qui revient, et donc ils vont se combattre. Pendant ce chapitre aussi, pendant ce tome, on voit que Yuta, il est, en plus d'avoir en fait un esprit maudit trop fort, il est juste beaucoup trop fort. Il peut faire énormément de choses que les chamans ne peuvent pas faire d'habitude. C'est-à-dire qu'il peut soigner les autres. Donc je vous ai dit, comme Shoko Yeri le fait, l'infirmière, qui donc sa caractéristique, c'est qu'elle est trop forte pour ça. Bah lui aussi il peut le faire. On voit un moment, tranquillou, il soigne tous ses potes comme ça, comme si de rien n'était. Donc en fait, dans le monde du jutsu, c'est incroyable. Et il peut aussi faire les sorts, donc les incantations de Inumaki. Donc Inumaki, on rappelle, hein, qu'il a le symbole des crocs de serpent là sur la bouche. C'est sa spécialité, ça vient de son clan. On sait très peu de choses à ce sujet-là. Simplement tranquille. Non seulement Yuta peut le faire avec un mégaphone, donc qui lui permet un petit peu de le faire, mais notamment, les seules choses qu'on sait des incantations, c'est que plus l'ordre est difficile et fort, plus les retombées sont violentes. On voit jamais Inumaki utiliser l'attaque mourer. Il ne dit jamais mourer. Explose, il dit écrase-toi, il dit fuis, il utilise plein de choses. Mais là, Yuta, il utilise une seule fois et il dit chiner, meurs, mourez. Et donc il explose tous les petits esprits maudits qui l'attaquent à ce moment-là. Donc en gros on comprend qu'il a d'où son grade S, puisque en fait voilà, on sait pas à ce moment-là si c'est grâce à donc l'esprit maudit qu'il a maudit Rika qui est avec lui, qu'il a toute cette énergie maudite qui lui permet de faire autant de choses. On sait pas si ça a rien à voir, mais en tout cas à ce moment-là on comprend qu'il est juste trop fort. Et on pense donc que c'est lié à la malédiction. Face à lui, Geto, donc ils vont s'affronter, et Geto va lui balancer son fléau de rang S, qui est donc Uzumaki. Non, il lui balance un fléau de rang S, une espèce de moine là, c'est stylé, et il va utiliser son sort Uzumaki ou Tornade, moi que j'avais laissé en original. Donc c'est 4461 esprits maudits qu'il a emmagasinés jusqu'à aujourd'hui, il les fusionne pour une tornade de monstres, et donc c'est trop fort. C'est un sort ultime. Pareil, les sorts ultimes, on en parlera une autre fois. Et quand même Yuta va l'emporter parce que Rika est trop forte et il va l'emporter. Et donc on voit à la page 38 que Geto meurt. Là, Geto meurt. Je regarde un peu le chat. Oui, il y a pas de choses intéressantes quand même. Sur ça, voilà. Ceux qui n'ont pas lu le tome 0, c'est peut-être un peu difficile, mais vous allez comprendre. Vous comprendrez, je pense, l'importance en le lisant. Page 38, Geto donc meurt. Alors là, pour moi, c'était un peu un choc. Pour moi, il est pas mort. Enfin, il me semblait que j'avais mis les images. Je sais pas ce que c'est. Je les ai enlevées. Petit fail de ma part. J'avais mis les 2 petites images où on comprend. Ah si, elles sont après.
franchement, pour moi, il meurt pas à ce moment-là. Pour moi, il est vaincu. On voit qu'il a un bras explosé quand même. Gojo vient le voir et ils échangent un petit peu en mode ah putain, t'abuses. L'autre lui dit j'espère que tu vas pas me faire un sermon. Et puis la dernière image qu'on voit de Geto, il a un sourire aux lèvres. Donc pour moi, il est pas mort à ce moment-là. Il est juste hors d'état de nuire. Et en fait, il est vraiment mort à ce moment-là. Et donc c'est là que Gojo va l'achever. Ça on le saura plus tard en fait, que Gojo l'achève. Donc il est vraiment mort, mais il va laisser son cadavre traîner comme ça. Il va pas la ramener, il va pas s'en débarrasser. Et donc il est mort ici. Et des méchants vont venir, on sait pas qui, bien sûr, récupérer son cadavre pour en faire autre chose. Donc ça c'est pour la planche d'après. Vous allez voir, c'est très clair avec ma planche. J'espère que ça sera clair. Donc Geto Suguru meurt à la fin du tome 0 et on découvre alors que Yuta, à la fin du chapitre, est en fait un descendant de... Oui, donc pardon. Avant ça, donc dans son combat, il utilise Rika et en fait il va libérer Rika, donc son esprit maudit. Elle va disparaître Rika en fait. C'est un peu elle l'avait maudit. C'était bien Yuta qui avait maudit elle. Et en fait on sait pas trop comment, mais voilà, elle est plus maudite. Comment dire, peut-être c'était une restriction, en tout cas la malédiction est levée, Rika disparaît, elle peut rejoindre l'au-delà tranquille. À ce moment-là quand même, elle lui dit matane quand elle part, donc à la prochaine. Donc ce qui pourrait être en mode quand tu seras mort toi aussi on se retrouve au paradis en quelque sorte. Mais vu les événements du chapitre 137, en fait c'était plutôt à la prochaine, puisqu'elle revient. Chapitre 137, Yuta Okotsu parle à Rika. Donc on reviendra là-dessus à la fin, sur la rubrique hypothèse. Et on découvre à ce moment-là en fait que par Gojo qu'ils ont fait des recherches sur lui et qu'en fait Yuta est un descendant d'un des chamans les plus puissants, donc Michizane Sugawara. On ne sait rien sur lui, sur ce personnage, simplement on sait qu'il est hyper fort et que c'est un de ses descendants et que c'est comme ça donc qu'il a pu maudire la jeune fille de 6 ans au moment de sa mort. Et donc on la voit plus, mais on comprend donc que Yuta en fait, même sans Rika, de cette descendance, il est quand même trop fort et donc on sait qu'il va continuer à agir et il part à l'étranger pour continuer ses activités de chaman et on n'en entend plus parler. Après il est évoqué parfois dans l'arc du tournoi notamment, mais on le revoit uniquement au tout dernier chapitre, chapitre 137 où on voit qu'il donc revient. Alors là j'espère que... Alors je vais voir si la caméra ne cache rien, je vais la décaler un peu rapidement, je vais me mettre là. Là, je vous ai préparé la planche pour ceux qui ont du mal à comprendre ce qui se passe avec le personnage de Geto. Donc, avec mes petites flèches, c'est tout mélangé. Il y a bien sûr la trame principale, le flashback du passé de Gojo et le tome 0. Ici, tout est mélangé, donc j'ai tout remis dans l'ordre. Ça commence au passé de Gojo, chapitre 65, où on découvre donc Geto Suguru et Gojo, qui sont tous les deux étudiants. Ils sont tous les deux étudiants et ils vivent tous les deux ils sont tous les deux à Tokyo, voilà, étudiants, on les découvre, ils sont très forts déjà à ce moment-là et ils sont super potes, ils sont meilleurs potes. Puis chapitre 77, Geto donc on est toujours dans le flashback, Geto tue 112 personnes, hein, vous avez ici le petit l'info comme quoi il a tué tout le monde et devient donc méchant et il décide de mettre en place il décide de mettre un plan en place. On découvre au début du tome 0, donc là on n'est plus dans le flashback, on est dans le tome 0, puisque le tome 0 se passe après le flashback, qu'il est déjà condamné à mort, que c'est déjà un méchant, et qu'il observe un petit peu Yuta, il est intéressé, et il veut récupérer sa malédiction Rika. Et on voit bien dans le tome 0, il n'a pas la cicatrice sur le front. Fin du tome 0, donc il meurt, donc voilà les fameuses planches où on est censé comprendre qu'il est mort. Alors certes ici, il a le bras abîmé, mais ici quand même, ça c'est la dernière image qu'on a de lui. Voilà, donc allez comprendre qu'il est mort avec ça, quand même là c'est un peu... pour moi c'était pas clair du tout. Puis, j'ai enlevé mon chat, ça me gêne, pardon. Hop. Puis on voit que... qu'est-ce que j'ai mis ici, pardon, que voilà, qu'il revient. Ça c'est dans l'arc de Shibuya, on est donc retour dans la trame principale, chapitre 90. Geto Suguru revient avec une cicatrice sur le front et nous on le connaît bien sûr, on le voit depuis plusieurs chapitres, mais c'est la première fois qu'il tombe nez à nez avec Gojo. Et donc Gojo lui explique que avec son sixième œil, il comprend, son sixième œil lui dit, donc son pouvoir trop fort lui dit que c'est bien lui, mais il sait que c'est pas possible puisque, et c'est là qu'il le dit, que je l'ai tué. J'avais tué mon meilleur ami et c'est lui qui l'a achevé. Et là effectivement, on a le droit à une meilleure image que ce qu'on avait eu dans le tome 0, où on voit bien Geto qui est bien mort ici, tué par Gojo. Et donc il explique à ce moment-là, donc on est toujours dans l'arc de Shibuya, chapitre 90, que voilà la supercherie, ce n'est pas
Geto Suguru, mais c'est son corps et puis quelque chose, un cerveau avec une bouche assez dégueu, qui explique donc la cicatrice, et donc c'est une entité qui a pris le contrôle de Geto. Voilà, donc on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi, mais on sait que c'est ça. Chapitre 134 ensuite, Choso, en pétant un câble, comprend, il fait le lien avec la cicatrice sur le front et la manipulation, voilà, le côté manipulateur. Il comprend que c'est en fait Kamo Noritoshi, qui est donc qui se trouve à l'intérieur de Geto Suguru. Celui-ci donc l'affirme, hein, il dit en direct t'as enfin compris. Donc voilà, il avoue. Et voilà, donc ça c'est lui Kamo Noritoshi. Et en fait à la fin du chapitre, enfin dans le même chapitre, ce mec explique que Kamo Noritoshi n'est qu'un de mes noms parmi d'autres, appelez-moi comme vous voulez. Donc en fait, finalement, on sait toujours pas qui c'est. On sait simplement que c'est une entité qui a traversé les âges, qui remonte sûrement comme Sukuna, peut-être à l'époque la plus puissante, donc l'époque des Yan, là où tous les esprits maudits l'emportaient, enfin étaient trop forts. C'est un mec qui change de corps toutes les X années, qui avait déjà possédé et manipulé Kamo Noritoshi il y a plusieurs décennies, et qui aujourd'hui manipule Geto Suguru. Mais ce n'est pas Kamo Noritoshi, et ce n'est pas Geto Suguru non plus. Donc ça c'est bien le truc à retenir. Moi j'étais resté un moment trop sur l'idée que c'était Kamo Noritoshi, mais donc c'est quelqu'un d'autre. Voilà, et donc ce qui explique pourquoi Kamo Noritoshi est défini comme la souillure du clan Kamo, la souillure des grandes familles, le pire chaman qui ait jamais existé. Mais en fait déjà lui à l'époque il pouvait peut-être rien parce qu'il s'était déjà fait manipuler. Ou alors, ça c'est ce que je pense moi, hein, c'est le plus probable, ou alors c'est simplement une invention de Kamo Noritoshi, mais voilà. Lui là, ici dans cette planche, quand Geto dit Kamo Noritoshi n'est qu'un de mes noms parmi d'autres, y a pas photo, c'est une autre entité et on sait pas qui c'est. Voilà, donc ça c'est avec l'arc, l'ordre chronologique du développement des choses. Meilleur ami de Gojo, toujours meilleur ami de Gojo, mais qui est qui a un peu pété un câble. Chef de secte qui décide de mettre un plan en place pour tuer tous les non-chamans et récupérer plein d'esprits maudits. Il se fait tuer, on le redécouvre manipulé par quelqu'un, et donc on sait toujours pas par qui il est au final. Voilà pour ce personnage. J'espère que c'est un peu clair pour vous, que ça vous a aidé. Et on enchaîne directement sur, enfin, après une petite heure et demie de live, sur le plus compliqué à retenir, mais bon, je pense que c'est important de revoir tout bien avant d'attaquer ça, l'arc de Shibuya.